Tout de suite sur B1 TV. Rendez-vous de l'actualité de la mi-journée sur B1 Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Affaire Boukangalonzo, sauf changement. C'est ce mercredi que la Cour constitutionnelle va rendre son verdict après une probable rencontre entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamuleta. Ce mardi à l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont dénoncé le gel du projet devant aboutir à la prise de position officielle de l'Assemblée nationale en faveur de Matata. Le réquisitoire de l'auditeur général des FARDC aux fins d'obtenir la levée des immunités de Joseph Kabila et l'autorisation à des poursuites à son encontre en examen ce jeudi au Sénat à 13 h. Une session qui pourra marquer une étape importante dans la procédure judiciaire engagée contre l'ancien chef de l'État. Inondation dans le territoire de Fizi, reçue par la première ministre, l'évêque d'Ouvira. Monseigneur Sébastien Mouyengo et le député national Justin Bitakwira ont passé en revue la situation dramatique que traverse la population de cette partie du pays après les pluies torrentielles survenues dans la nuit du 8 au 9 mai dernier. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. En justice, affaire Boukangalonzo, sauf changement, c'est ce mercredi que la Cour constitutionnelle va rendre son verdict après une probable rencontre entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamuleta ce mardi à l'Assemblée nationale. Les élus nationaux ont dénoncé le gel du projet devant aboutir à la prise de position officielle de l'Assemblée nationale en faveur de Matata Pognon. Plénière, c'est jeudi 15 mai au Sénat pour examiner le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées visant l'ancien chef de l'État et sénateur à vie, Joseph Kabila, une session qui pourra marquer une étape importante dans la procédure judiciaire engagée contre l'ancien chef de l'État. Kinshasa accuse l'ancien chef de l'État de s'être rendu au Rwanda et dans les zones occupées par les agresseurs à l'insu des institutions. La troïka politique présidée ce lundi par le ministre des Finances a accueilli la délégation du Fonds monétaire international dans le cadre d'une séance de travail consacrée à l'évaluation de la situation économique de la République démocratique du Congo. Doudou Fouamba a réaffirmé aux partenaires la volonté du gouvernement congolais ainsi que celle du chef de l'État à respecter les engagements pris dans le cadre du programme formel approuvé par les conseils d'administration du FMI en janvier dernier. C'est une mission marquée par le satisfecit de la délégation du Fonds monétaire international en mission actuellement de travail à Kinshasa depuis le 30 avril dernier. La délégation de cette institution financière est venue s'enquérir du taux d'exécution du programme formel conclu avec la République démocratique du Congo. Un programme structuré autour de deux facilités de financement de 1,738 milliards de dollars américains et 1,380 milliards de dollars américains sur 3 ans, approuvé par le conseil d'administration de cette institution financière en janvier dernier. L'équipe s'est rendue compte que le gouvernement a maintenu la stabilité macroéconomique, ce qui les a beaucoup confortés, parce que, étant donné la situation de trouble à la sécurité à l'Est, le gouvernement a maintenu une gestion prudente grâce à la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Les avancées purement techniques palpables sont enregistrées grâce notamment aux fruits de la collaboration interministérielle. Pour la première fois, on a noté depuis 3 ans, le taux d'inflation est tombé à moins de 10%. C'est quelque chose qui a retenu l'attention de la délégation du FMI. Et lorsqu'on a passé en revue l'ensemble des critères quantitatifs qui constituent les mesures quantitatives du programme,
ont été respectés. Cette mission constitue ici un test de crédibilité pour la RDC dans sa trajectoire de stabilisation macroéconomique. L'issue de cette revue influencera sans nul doute les futurs appuis financiers du FMI, plus élargis d'ailleurs à des potentiels bailleurs et investisseurs. Le défi majeur reste toutefois l'alignement entre les engagements structurels pris sur papier et leur mise en œuvre effective dans un contexte marqué par des tensions budgétaires et des incertitudes géopolitiques internes. Je l'ai dit à l'entame, inondation dans le territoire de Fizi, dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais a promis son soutien aux victimes des inondations qui ont fait près de 120 morts, reçus par la première ministre, l'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Mouyengo, et le député national Justin Bitakuira ont passé en revue la situation dramatique que traverse la population de cette partie du pays après les pluies torrentielles survenues dans la nuit du 8 au 9 mai dernier. Je suis en compagnie de Monseigneur Mouyengo, l'évêque d'Ouvira. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même, elle est consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. Peut-être c'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières qui commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas fou, des rivières. En plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la Première ministre a dit qu'elle va prendre cette question à bras le corps. Et nous l'espérons que ça sera fait. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé ce mardi à Kenge, au Congo, au lancement de la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité, marquant une nouvelle étape dans le processus de renforcement de la gouvernance sécuritaire à la base. Cette réforme qui abroge les anciens conseils de sécurité au profit des réunions plus inclusives impliquant les communautés locales. Cette grande réforme nécessite une meilleure connaissance, une bonne maîtrise et une stricte application de ces 3 textes. Pour tout acteur étatique et non étatique, et cela à tous les niveaux, afin de contribuer efficacement à la restauration et à la consolidation de l'autorité de l'État. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que la population puisse s'approprier de la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. La province du Kwango, notre province, constitue donc la 4e étape de cette action visant essentiellement à contribuer à la restauration et au renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, membres du comité provincial de sécurité et des comités locaux de sécurité, vous constituez ici, avec la formation que vous avez reçue et les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la province du Kwango. La politique sécuritaire du gouvernement se veut inclusive et participative.
Ensemble, nous allons protéger nos entités en développant une vigilance tout azimut face aux différentes menaces sécuritaires. La protection de la population et le retour des habitants de certaines localités du littoral du lac Albert dans les milieux respectifs après la défaite de la milice CRP face au FARDC dans la dite zone lacustre de Djougou. Voilà la quintessence de la réunion du comité provincial de sécurité de l'Ituri dirigé par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ce mardi 13 mai 2025. Poursuivant sans brilage les offensives contre la milice Zaïre CRP de Thomas Lubanga, allié du M23 depuis une semaine au village Café et ses environs, au bord du lac Albert et aux alentours des Katoto, les forces armées infligent d'énormes pertes à l'ennemi qui tente désespérément de déstabiliser la province. Pour galvaniser ces opérations, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la zone, les chefs des corps civils et militaires, les commandants 30e région militaire et secteur opérationnel Ituri était autour du gouverneur militaire de l'Ituri pour évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle, a dit le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vaillant militaire de forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, sont appelés à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix initié par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du programme de PDDRCS. Au nom du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, le lieutenant Gilles Ngongo a demandé à la population d'être vigilante et dénoncer toute personne suspecte dans la zone des Katoto, Bembei, Centrale Solignama, Telega et Mandro. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi à dénoncer tous les cas suspects, et c'est ce qui constitue notre victoire dans ces opérations. Et le mérite revient à la population de l'Ituri. Au cours de cette réunion, les comités provinciaux de sécurité ont encouragé et félicité les éléments de l'armée régulière engagés dans la zone des Tchomia, Kasséni et Nyamamba d'avoir mis en déroute la milice CRP et assuré la sécurité de la population. Le président de la République a reçu ce mercredi son permis de conduire en visite au sein de l'entreprise privée partenaire de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire CONADEP dans la commune de Lagombe. Le chef de l'État s'est imprégné de son fonctionnement. Au siège de la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dans la commune de Lagombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définie par la CONADEP, Commission nationale de délivrance des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ce permis de conduire intègre une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont de séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler
en toute légalité. À la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central, l'heure était au lancement officiel de Congo Énergie SA, une nouvelle société d'énergie qui vient booster l'industrie. Leur mission, produire, distribuer et transporter de l'énergie électrique à travers la RDC, plus particulièrement dans le Congo central. Cette cérémonie a bénéficié de la présence du ministre de l'Industrie représentant la Première ministre. Force de la nature, lumière pour tous, énergie propre, des slogans qui résument le lancement officiel de Congo Énergie SA, cette nouvelle société d'énergie créée par la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central, vient transformer le visage énergétique de la RDC avec un capital social d'$1 million américains. La mission de produire, distribuer et transporter de l'énergie électrique à travers le pays, avec un ancrage accentué au Congo central, attribue à ce partenariat stratégique le rôle de catalyseur dans le développement de l'industrie. En tant qu'entreprise, au niveau social et économique, nous créerons des emplois qui est estimé à ce jour à plus ou moins 500 emplois directs et plus ou moins 2000 emplois indirects, puisqu'avec tous les sites que nous comptons développer. Et en dernier, il y a une contribution fiscale. Il y a les impôts que nous devons payer. Et ça, c'est au niveau économique. Et au niveau social, c'est apporter de l'électricité à la population, apporter une vie à la population et apporter l'électricité comme moteur de développement au niveau industriel pour permettre aux industries de se développer et d'augmenter leur capacité de production. Le ministre de l'Industrie, qui a représenté la Première ministre à cette cérémonie, a promis l'accompagnement du gouvernement à ce programme en appelant toutes les parties prenantes à une gestion responsable de cette industrie. L'entreprise ne se contente pas de produire de l'énergie. Elle produit de l'impact. Elle alimente l'espoir. Elle active le progrès. C'est un engagement ferme, comme je l'ai entendu. Je veux ici assurer les promoteurs de ce projet. Vous avez le soutien du gouvernement. Et nous protégerons les intérêts légitimes des investisseurs engagés pour le bien du pays. Ce que nous attendons en retour, c'est une gestion rigoureuse, une gouvernance exemplaire, une responsabilité sociale réelle et un souci constant de résultats. Un programme qui a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers, parmi lesquels le gouvernement central, le gouvernement du Congo central, l'ARE, l'ANSER, Genesis ainsi que EDC Hydro-Kwilu. 3 axes majeurs justifient la mise en place de Congo Énergie: la réponse immédiate à la demande existante, la relance des zones économiques délaissées et le développement de l'industrie régionale. La ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires a lancé l'atelier de validation sur la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période allant de 2025 à 2029 en collaboration avec la Banque mondiale. Cet atelier vise à réduire la pauvreté à 7% et à renforcer l'inclusion sociale. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a lancé l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive pour la période 2025-2028 en République démocratique du Congo. Ces documents élaborés grâce à l'appui de la Banque mondiale visent à réduire la pauvreté de 7%, à renforcer l'inclusion sociale et à promouvoir les développements du capital humain en République démocratique du Congo. Pour sa part, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Ali Sano, a souligné que cet atelier présente une étape clé dans la construction d'un système de protection sociale efficace et inclusive. Nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer les capacités nationales, améliorer la couverture des programmes sociaux et assurer l'inclusion économique de tous les Congolais, en particulier les jeunes et les femmes. Nous avons la possibilité de bâtir un système de protection sociale robuste et accessible à tous, assurant ainsi que chaque Congolais puisse sortir de la pauvreté et contribuer à l'édification d'une nation plus stable et florissante. Pour Nathalie Aziza Mounana, l'événement de ce jour vise à valider, en passant en revue avec toutes les parties prenantes, les documents de la stratégie nationale de la protection sociale.
Ce document va traduire les ambitions qui se fixent la République démocratique du Congo dans notre secteur pour les 5 prochaines années. Véritable projet de société ancré dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui n'aménage aucun effort pour la construction de l'État fort, prospère et solitaire. Un État qui s'engage à ne laisser personne de côté. D'où sa volonté inébranlable, telle qu'exprimée à travers le leitmotiv « Le peuple d'abord ». Ces travaux de validation vont durer 2 jours, réunissant les experts du ministère des Affaires sociales et ceux de la Banque mondiale, et vont permettre au gouvernement congolais de se doter d'un outil stratégique à la hauteur de ses ambitions dans les domaines de protection sociale, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est clôturé ce week-end à Kinshasa l'atelier de consultation des acteurs étatiques sur les stratégies opérationnelles de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité. Cette rencontre initiée par le FONAREV vise la mise en place et l'amélioration du programme de réparation des victimes, tant donné que la situation de la guerre dans l'Est continue à multiplier de cas de crimes. Comment assurer une bonne réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux crimes contre l'humanité? La question continue à préoccuper le FONAREV qui veut améliorer sa stratégie de réponse. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'atelier de réflexion qui a réuni du 9 au 10 mai à Kinshasa des acteurs étatiques, des ONG et des agences du système des Nations Unies. Pendant 2 jours, les participants ont peaufiné et proposé des stratégies qui pourraient constituer le programme d'action du FONAREV sur l'ensemble de la RDC pour les 4 prochaines années. L'objectif est à terme de commencer le processus de réparation, on l'espère, le plus rapidement possible avec les différents inputs obtenus des différents acteurs. Nous avons eu des avis et considérations des uns et des autres. Le FONAREV inclura toutes ces approches dans sa stratégie et adoptera l'approche la meilleure pour les victimes. Au bout des discussions, les parties prenantes ont dégagé les priorités et défini le barème d'indemnisation. Le Congo, qui était capitale du viol, est en train de connaître un retournement pratiquement de la situation parce que le Congo devient pratiquement la capitale des réparations. Voyez-vous, ça fait plus que 3 décennies que les victimes des crimes internationaux étaient dans les oubliettes de l'histoire. Aujourd'hui, avec les autorités étatiques, en commençant par le chef de l'État, le FONAREV est en train réellement de mettre en place des mécanismes d'implémentation de la justice transitionnelle, surtout les mécanismes de réparation. Dans l'est de la RDC, l'agression rwandaise continue à faire des victimes et beaucoup de cas sont déjà enregistrés. Les recommandations et conclusions de cet atelier seront soumises au mois de juin au Forum national sur la mise en œuvre du droit à la réparation afin d'adopter les meilleures réponses à la situation RDC. Des cliniques mobiles équipées de technologies japonaises vont bientôt desservir certaines zones du Nord Kivu et de l'Ituri. Objectif, améliorer les soins maternels et néonatals dans ces régions touchées par les conflits armés. Le projet lancé à Kinshasa par l'UNFPA et le Japon prévoit aussi la formation de 100 agents de santé pour assurer un suivi de qualité sur terrain. Voilà comment la technologie pouvait sauver des vies. C'est le pari du tout nouveau projet lancé par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec le gouvernement japonais. Une initiative pensée pour les provinces meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri où l'accès aux soins reste un défi permanent. Dans ces régions marquées par les conflits armés et les déplacements des populations, chaque grossesse peut devenir un risque de mort. Pour y répondre, le projet s'appuie sur une innovation, la technologie SPAC, une clinique mobile légère et connectée capable de diagnostiquer et de traiter à distance. Ce financement du gouvernement japonais tombe à point nommé parce que ça va compléter les efforts du gouvernement pour pouvoir permettre aux femmes d'accéder aux soins de santé sexuelle et reproductive, surtout des soins autour de la grossesse, avec la digitalisation, avec nos échographies portables que nous avons déjà acquéries grâce à la
coopération japonaise il y a déjà quelques années. Les choses commencent à être un peu beaucoup plus facilitées et avec ce projet, je pense que vous allez vraiment donner un coup une bonne aide pour les deux provinces qui est l'Ituri et le Nord Kivu. Mais la technologie ne suffit pas. 100 sages-femmes et agents de santé seront formés en partenariat avec le ministère de la Santé pour assurer une prise en charge humaine et adaptée à chaque communauté. Du côté du Japon, l'ambassadeur a rappelé l'engagement de son pays à soutenir la couverture santé universelle avec des projets ciblés, durables et alignés sur les objectifs de développement durable. Le Japon s'est engagé lors de la TICAD 8 tenue à Tunis en août 2022 à réaliser la couverture sanitaire universelle dans les pays africains en accordant une attention particulière à la santé maternelle, néonatale et infantile. En effet, l'aide japonaise de ce jour constitue une réponse à ces engagements et vient en appui aux efforts du gouvernement congolais. 2 millions de dollars investis, une technologie inédite, un espoir pour les mères et les enfants de l'Est. Dans le mois à venir, ces cliniques mobiles pourraient bien devenir des symboles de vie, de résilience et des projets dans les coins les plus oubliés du pays. Première édition du concours d'appel à projets innovants initié par la Fondation Activa Group, une compétition qui vise à améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes dans le pays. La cérémonie de remise des prix aux 3 lauréats s'est tenue ce week-end. L'initiative s'inscrit dans une stratégie triennale visant à impacter directement 30 000 femmes, 150 femmes entrepreneurs et toucher 10 000 jeunes, portés sur un soutien d'un projet innovant initié par un jeune dans chaque pays d'opération chaque année. C'est à l'occasion du 10e anniversaire qu'on a lancé un concours sur tous les pays où nous sommes implantés. Il y a eu 447 projets dans toute l'Afrique et rien que le Congo en a donné 350. Donc 70% des projets émanent de la République, ce qui est un signe de créativité de la jeunesse congolaise. Cela est inscrit dans la mission de responsabilité sociétale de la Fondation Activa, qui a officiellement lancé en 2024 un concours d'appel à projets innovants visant à améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes dans les pays d'implantation du groupe Activa. En principe, on en prenait un par pays, mais au Congo, il y a eu de si beaux projets qu'on a dû en prendre 3. Il y a le caractère innovant et puis l'utilité. Maintenir l'agent féminine dans l'activité de tous les jours, aller à l'école, produire dans les champs, être active dans le commerce, sans une interruption due à la nature physiologique de la femme. Ce processus nous a aussi permis de se familiariser avec la Fondation Activa et de tout ce qu'ils ont demandé, c'était dans les droits chemins et dans la clarté. La Fondation Activa vise à contribuer au développement humain à travers des actions axées sur la santé, l'éducation et la formation professionnelle. Je suis dans la joie d'avoir réalisé mes rêves, d'être reconnue national et international par la Fondation Activa qui nous a donné cette opportunité d'être primés, de parler de ce que nous faisons, d'avoir accompagné les femmes et de les accompagner non seulement dans l'autonomisation, mais dans la santé menstruelle pour que chaque femme soit à mesure de participer à ces activités, même s'il est dans sa période menstruelle. 3 projets ont été récompensés au cours de cette compétition pour leur caractère innovant, leur faisabilité et leur impact social potentiel. Vous informer notre mission, chers téléspectateurs, une mission qui nous pousse à multiplier de partenariats avec des médias confrères afin de poursuivre dans l'excellence. Dans cet ordre de choses, B1 a donc signé ce mardi 11 mai un partenariat avec Event RDC, un média en ligne qui se distingue lui aussi dans des contenus éducatifs et attrayants. Nous sommes à une ère marquée par la surabondance d'informations. Et dans cette quête effrénée, il est important pour les médias de conjuguer leurs efforts pour mieux servir le public. Ce mardi 13 mai, B1 Télévision et le média en ligne Event RDC
ont signé un partenariat gagnant-gagnant. Une association qui ravira l'audience des deux médias respectifs grâce à la diversité des contenus qu'ils offrent. Un partenariat qui vise essentiellement à un échange de contenu, la publicité et nos différents programmes. Alors nous sommes conscients que dans un environnement médiatique en constante évolution, avec un modèle économique flou, il est crucial et impératif pour le média de collaborer. BIWAN est un média qui se positionne bien dans le paysage médiatique ardé congolais, avec beaucoup d'années d'existence, avec une bonne notoriété, avec une forte audience. IVANT-RDC étant aussi un média qui se positionne bien. Politique, culture, sport, événementiel. Ce partenariat est aussi l'occasion de remettre l'accent sur les questions essentielles de la société, avec une ligne éditoriale similaire pour chacun des médias. Vous étiez très nombreux à nous suivre depuis Moanda, dans le Congo central. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et très bonne suite de programme sur BIWAN Télévision.